Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lachapelle, spécialiste en solutions brassicole chez NXT Process. Salut Oli, ça va bien? Salut Gab, ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis, comme d'habitude, comme à chaque fois, je le dis toujours, je suis très content de te recevoir à l'émission, mais en Ouais. plus, on se connaît bien. Fait que, Ouais. fait que c'est un plus grand plaisir de te recevoir. Fait que merci beaucoup d'être là. Ouais, Au- merci de l'invitation, merci de me recevoir. Yes, sir. Aujourd'hui, on va parler naturellement, de CO2 puis d'oxygène dans la bière parce Ouais. que vous autres chez NXT, ben, vous êtes un des représentants, si on veut, là, un des Mhm. distributeurs, le distributeur, je pense, dans la Ouais. région là, pour le Halfman. Ouais, on est distributeur Halfman pour. On était jusqu'à tout récemment distributeur pour le Québec, puis là on est rendu pas mal distributeur pour partout au Canada. Puis on est OK. aussi rendu leur centre de service pour le Canada. Donc tout ce qui est maintenance, calibration, ça va passer par nous à l'avenir. OK. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Halfman, mais dans le fond, c'est une belle petite bébelle, une belle petite boîte qui va te tester l'oxygène puis le CO2 dans le liquide. Fait que c'est autant dire que c'est super important dans une brasserie. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu NXT Process? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre histoire, etc.? Yes. L'histoire, écoute, je peux faire l'histoire longue. L'histoire longue, ça part de là, quelques années. En finissant l'école, l'université, moi et un de mes bons amis, on part en voyage, on finit notre bac, on s'en va faire un petit trip en Asie. Lui, à son retour, commence à rentrer partner dans une compagnie qui fait de la distribution d'équipements puis de l'ingénierie pour le domaine pharma, alimentaire et autres. Et moi, j'ai fini mon université avec un bac en marketing, puis eux avaient grandement besoin là, de ce côté-là, donc je me suis joint à l'équipe. Quelques temps plus tard, mon bon ami s'est parti de son côté. Donc, parti à NXT Process. Donc, moi, j'ai suivi. Et un de nos fournisseurs a suivi, qui est Panther Halfman. Et OK. de leur côté, à eux, ils trouvaient ça vraiment intéressant qu'on tu sais, on était une équipe jeune, qu'on était très dynamique, qu'on avait faim, comme qu'on dit. Ouais. Donc, on a hérité de cette belle ligne de produits-là, puis ça prenait en fait un représentant pour faire les ventes et le contact client, aussi la maintenance sur les instruments, parce que c'était surtout ça au Québec qui manquait. Les produits étaient déjà disponibles, mais le service se faisait tout le temps aux États-Unis, puis c'était quand même vraiment un irritant, je pourrais dire, pour certains clients de tout le temps devoir envoyer leurs instruments aux États-Unis. Mm. Donc, notre contact chez Afan nous a dit ça vous prendrait quelqu'un full-time qui fait ça. Donc, moi, de plus en plus, j'ai délaissé le côté marketing chez NXT pour faire plus en plus de ventes et de la distribution pour Afman. Puis là, à cette heure aujourd'hui, je dirais que 90-95% de ma job, ça tourne autour de la vente et aussi de la maintenance Afman. OK. Puis c'est vraiment cool parce que pour avoir eu besoin de toi une couple de fois, tu sais, c'est quand même assez rapide. Tu viens sur place, puis t'es toujours de bons conseils. Fait que On essaye. ouais. Tu sais, on voulait amener ça, comme tu dis, tu sais, le côté amener un bon service pour le monde. Tu sais, c'est un peu, c'est un peu plate à dire, mais tu sais, c'est facile de faire la vente, mais tu sais, c'est d'offrir aussi un bon service au monde, tu sais, de se déplacer, de prendre le temps, de s'assurer que tout est beau une fois que l'instrument est calibré avec le monde. Tu sais, c'est vraiment ça qui prend du temps, mais c'est ça aussi qui fait qu'on se démarque, puis que le monde aussi se passe le mot, puis on fait parler de nous un peu à cause de ça. C'est vraiment le service qui fait la grosse différence dans cette histoire-là. Puis vous faites d'autres choses aussi, hein. C'est pas juste le Halfman là, Non. que vous distribuez, là. Ouais, on a en fait trois sphères à l'entreprise. Il y a la distribution. Donc, en plus d'Huffman, on distribue d'autres équipements, donc les pompes, des échangeurs de chaleur, des valves, des moteurs. Et on a aussi la sphère de l'entreprise qui est la fabrication. Donc, on a une shop à l'interne où est-ce qu'on peut fabriquer des skids,
Donc, justement, si tu as besoin d'une pompe sur chariot, ben la pompe et le moteur qu'on vend, on va la monter sur un chariot, puis Mhm. on va l'assembler, puis on va venir te la livrer. Puis on a la partie ingénierie, que ça, c'est pas moi qui s'en occupe, évidemment, je ne suis pas ingénieur. J'ai quelques collègues qui s'occupent de ça, donc j'ai un collègue qui s'occupe plus de la gestion de projet, un autre qui va plus faire l'automatisation, les contrôles. Et grâce à ça, ça fait en sorte qu'on peut designer nos propres systèmes, les fabriquer, puis inclure les pièces qu'on distribue dans nos systèmes. Ça fait en sorte qu'en bout de ligne, on est vraiment compétitif pour certains systèmes. Je peux donner un exemple, qu'on a un système de désaération d'eau. Donc, c'est un système OK. qui retire l'oxygène de l'eau pour justement, entre autres, les brasseries. Et ce genre de système-là, ben, ça part de là. Tu sais, on était distributeur des membranes 3M. On les a utilisées pour faire le système. Après ça, côté ingénierie, ça a pris du temps à développer comme équipement. On fait la conception, les dessins 3D et tout. Puis après ça, ben, on donne ça à la fabrication. Notre gars dans le shop nous fabrique ça, on nous monte ça sur un beau skid en stainless. Puis on a un équipement pensé, fabriqué chez NXT. OK. Vraiment cool. Hey, une question qui vient de me venir à l'esprit. Toi, as-tu déjà brassé? Parce que là, tu es un spécialiste en solutions brassicole. Mais est-ce que tu as déjà eu une petite expérience de brassage ou pas pantoute? Non, j'ai jamais suivi de cours de brassage. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu sais, j'ai été en fait la personne qu'on a sélectionnée à l'interne pour être le représentant AFMAN parce que je connaissais beaucoup le domaine brassicole. Très fan de bière de micro. Tu sais, ça faisait déjà quelques années que tu sais, je buvais beaucoup de bière de micro. Je faisais des voyages avec des amis tu sais, au Vermont, tu sais, le classique. Mhm. Visiter des brasseries. Tu sais, j'avais vraiment un gros intérêt pour ça, mais j'ai jamais suivi de cours de brassage. Euh, je- on, on brasse au bureau. Chez NXT, on a un petit kit de brassage, des petits fermenteurs, un système de keg pour avoir de la bière en fût. Mais c'est pas moi qui brasse, c'est un de mes collègues qui, lui, a suivi des cours. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fait. Ça m'intéressait de le faire un jour. Mais pour l'instant, je- c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais je bois plus que je brasse, mettons. OK. Ben, justement, pour en venir au vif du sujet, là, tu peux-tu Ouais, nous dire c'est quoi exactement un Halfman? Puis ouais. c'est quoi les accessoires aussi que tu peux avoir avec cet instrument-là? Ouais, ce que le monde appelle un Halfman, en fait, le nom Halfman, c'est le nom de la compagnie qui a parti les instruments. C'est une compagnie des Pays-Bas. Donc, ils ont développé des instruments il y a très longtemps pour l'analyse du CO2. Par la suite, avec les technologies qui se sont rajoutées, ça a été un instrument qui a rajouté l'analyse d'O2. Puis par la suite, ils ont combiné les deux, le O2, CO2, pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui un Halfman, mais le nom de l'instrument, c'est le CDGM OK. qui est l'instrument qui fait l'analyse du CO2 et O2 et TPO. C'est l'instrument que toi, tu utilises à la brasserie où est-ce que tu travailles. Mhm. Sinon, il y a aussi le ODGM qui, lui, va juste faire l'O2, puis le IDGM qui, lui, fait juste le CO2. OK. Donc, on peut avoir un ou l'autre si on veut. Puis aussi, bon, ils ont d'autres produits, les sondes en ligne pour l'analyse d'O2. Il y a aussi une analyse de CO2 en ligne. Il y a des analyses de turbidité, il y a d'autres, toute une panoplie d'instruments là, chez Halfman. Mais ce que les brasseurs ici appellent le Halfman, c'est le CDGM. OK. Puis tu peux aussi avoir le perceur de canette, là, dans le fond, pour aller Ouais, tester directement dans la canette aussi. ouais, côté accessoire, c'est ça. Habituellement, l'accessoire le plus populaire, c'est vraiment le perceur à canette et bouteille pour venir faire les tests du produit dans les contenants. Parce que l'instrument en soi, le CDGM seul, tu peux juste faire les tests dans les cuves. Mhm. Mais si tu veux faire tes tests en canette, il faut que tu viennes percer la canette et amener le liquide dans l'instrument. Donc, ça va te prendre le perceur à canette et bouteille. OK. Ça fonctionne comment exactement le test de CO2, là? C'est quoi le process qui est en arrière de ça qui va te donner un résultat? Ouais, en fait, le test de CO2, c'est basé sur la loi de Henry. Puis, OK. je vais te lire un court texte, parce que je me suis pris des petites notes pour ça. C'est, en fait, la loi d'Henry, ce qu'elle ça dit, c'est que à une température constante, excuse-moi, la quantité de gaz dans un liquide est proportionnelle à la pression partielle au-dessus du liquide. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la pression qui va être au-dessus de ta bière est égale à la quantité overall de CO2 qu'il y a dans ta bière. Donc, Mhm. l'instrument, lui, va amener la bière à l'équilibre avec les petits fils qui sont dans le fond de l'instrument. Là. C'est une électrolyse.
Ça va faire monter la pression dans la chambre du CDGM. Puis OK. au cours de quelques secondes, l'instrument va faire l'analyse de cette pression-là. Et avec le thermomètre qui est inclus dans l'instrument, lui, il prend une lecture de température de la bière. Donc, avec cette pression-là, cette température-là, ça donne le test de CO2. OK. OK. Puis, c'est quoi l'unité de mesure pour le CO2? Parce que nous autres, en tant que brasseurs, on utilise tout le temps volume sur volume. Ouais, exact. Euh, mais qu'est-ce que ça représente exactement? Parce que ça, c'est déjà quelque chose que j'ai essayé de trouver, là, puis c'est comme dur un peu à comprendre. Là. C'est quoi exactement le volume par volume? Puis y a-t-il une autre Ouais. unité de mesure qui serait plus appropriée ou quelque chose comme ça? Euh, En Europe, ils utilisent beaucoup le gramme par litre, OK. puisqu'il est l'autre unité de mesure qui est souvent utilisée. Il y en a d'autres, mais ici, en Amérique du Nord, c'est souvent le volume par volume. Le volume par volume, tout ce que ça l'explique, c'est que pour obtenir en fait une bière à 2,5 de volume de CO2, ça veut dire que 2,5 fois plus de volume de CO2 que de volume de liquide Ah, dans ton OK. échantillon. OK. Donc, c'est pas mal ça. Mais sinon, il y a, comme je disais, aussi le gramme par litre, donc le nombre de Hmm. grammes de CO2 qu'il y a dans un litre de bière, Hmm. euh, qui est l'autre populaire aussi. OK. C'est intéressant parce que c'est ça. L'autre fois, je me suis fait poser la question, puis je me suis rendu compte qu'en tant que brasseur, tu sais, euh, on est tellement habitué de l'utiliser sans vraiment comprendre exactement Ouais, tu sais, ouais, ouais. ce que ça veut dire en arrière. Là. Ouais. J'ai entendu, tu sais, il y a d'autres compagnies aussi là, qui produisent Ouais. des instruments comme ça. On pense à Anton Paul, puis Mhm. euh, en tout cas, il y en a d'autres aussi, là. Mais j'ai déjà entendu de la part de d'autres compagnies qu'il est important d'aller tester le vrai CO2. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Puis c'est quoi le process qu'il y a en arrière de ça exactement? Ce qu'ils veulent dire, c'est il n'y a pas vraiment de vrai CO2. Il n'y a pas d'instrument qui va utiliser une sonde de CO2, une manière optique d'analyser le CO2. C'est tout basé pas mal sur le principe de pression et de température que je viens de te donner. Hmm. Ce que Anton Parr va dire, c'est que de leur côté, ils utilisent la pression d'une autre manière. C'est une autre technologie pour amener la pression. Dans le cas d'AFPAN, c'est l'électrolyse qui OK. va amener la lecture de pression. Eux, je peux pas l'expliquer, je suis pas, ils veulent pas me partager leur savoir, mais Non, c'est non. principalement dans la petite chambre qui font leur analyse. C'est une espèce d'hélice qui va venir qui va venir mélanger l'échantillon. Puis ils vont faire leur lecture après ça de pression d'une autre manière. Ils sont très secrets là-dessus. OK. Mais c'est ça, il n'y a pas de vraie manière de lire le CO2. Euh, c'est juste une manière différente. OK. OK. Euh, pour l'oxygène maintenant, c'est quoi le process qu'il y a en arrière du test pour tester l'oxygène? Euh, pour l'oxygène, c'est vraiment différent. Ça va être de manière optique. Donc, OK. c'est une fibre optique qui vient émettre une pulsation de lumière qui, elle, va être reflétée dans les particules d'oxygène. Puis le sensor, excuse-moi le terme anglophone, va venir, Ouais. lui, lire la réflexion de la lumière dans les particules d'oxygène. OK. Donc, lui, dans son cas, c'est vraiment une manière optique. Donc, on peut vraiment, comme dire, mesurer les particules d'oxygène dans le liquide. OK. Puis encore là, ben, même question que pour le CO2, c'est quoi exactement l'unité de mesure? Puis qu'est-ce qu'elle représente exactement? Ouais. Euh, le classique pour la bière, c'est le ppb, donc les particules par milliard, le Hmm. B de billion en anglais. Sinon, il y a les ppm, particules par million dans ce cas-ci. Évidemment, si on est rendu à faire des mesures de ppm dans la bière, ça regarde mal. Habituellement, on se tient vraiment dans le ppb. OK. Donc, tu sais, un range de lecture, c'est bon, entre 0 et disons 100, c'est le classique qui peut être discuté dans le monde de la bière. Ouais. Si ta bière est en bas de 100, tu devrais être correct, tu devrais pas avoir de problème. Hmm. Euh, Encore là, ça peut toujours varier. Tu peux avoir une bière à 150 ppb, tu pourrais ne pas avoir de problème avec. Ça va vraiment dépendre aussi du type de bière que tu vas avoir. Hmm. Puis aussi la température à laquelle ta bière est conservée. Ça, s'il y a vraiment
une grosse influence là-dessus. Euh, mais Ouais. sinon, c'est ça. C'est entre 0 et 100 ppb, c'est les valeurs qu'on regarde habituellement, qu'on veut avoir. Ouais. Et pour les auditeurs qui ont jamais travaillé avec ça, là, ça peut devenir un vrai calvaire, là, puis un vrai cassage de tête. Là. On va en parler un peu plus loin là, Mhm. des moments là, qu'on devrait tester ça. Là, mais ouais, ça peut rapidement te prendre la tête, surtout quand tu as une batch qui est sortie, qui est oxydée, rendue sur le marché. Fait que là, Ouais, en tout cas, ça peut te prendre beaucoup la tête, ça peut devenir un enfer, essayer de trouver les sources, là. Mais c'est important à tester, justement. ouais, vraiment. Ouais. Ensuite, tu as parlé de TPO, le Ouais, TPO, le test de TPO. Euh, ouais, c'est quoi ça exactement, le TPO, puis à quoi ça sert de le tester? ouais, bonne question. Le TPO, c'est pour en anglais le Total Package Oxygen. C'est l'oxygène dissous, ben pas dissous, c'est l'oxygène total dans ton contenant. Donc, OK. ça va venir inclure ta valeur de DO, qu'on parle souvent là, en cuve, on va souvent parler de DO, donc l'oxygène dissous. Et le TPO va aussi inclure le HO, l'oxygène dans ton headspace, donc dans ton OK. espace de tête. Mm, Tout contenant, que ce soit canette ou bouteille, va tout le temps avoir un espace de tête. Dans cet espace-là de tête, c'est là que, selon le canage ou l'embouteillage, c'est vraiment important de limiter la quantité d'oxygène qu'il va y avoir dans cet espace de tête-là, parce mm, que ça va venir s'inclure dans ta bière au travers du temps. Donc, encore là, je ne suis pas un professionnel du canage ou de l'embouteillage. Il y a différentes manières mhm. de limiter ça, soit des purges à l'azote, ou sinon, ben, pour le canage, surtout, c'est de créer une mousse qui va venir occuper l'espace avant de mettre le cap sur la canette et de venir le sceller. Mm. Il y a certaines brasseries qui, eux, vont faire ce qu'on dit dans le jargon overfill, donc Ouais. venir remplir la canette à ras-bord pour qu'elle dépasse comme ça. Euh, le, le, le cap de la canette va venir s'appliquer sur le liquide. Par contre, certains brasseurs te diraient que c'est pas recommandé parce que tu viens tout simplement gaspiller de la bière. Puis Ouais. c'est ça qu'une brasserie va vendre, c'est de la bière. Donc, si tu en gaspilles, tu peux en vendre moins. Euh, Mm, le mieux, c'est vraiment de créer un espace de mousse. mm, Donc, vraiment, s'il y a certaines, les meilleurs canners vont te permettre d'ajuster ton espace de mousse sur ta canette, dans ta canette, excuse-moi. Donc, une fois que tu vas venir mettre ton cap par-dessus, ben, l'espace de mousse va occuper l'espace, puis tu vas limiter ta quantité d'oxygène dans ton headspace. mm. Euh, Puis par la suite, ben, pour venir faire la mesure, c'est tout simplement de venir mesurer ton liquide. Donc, c'est là qu'on dit souvent il faut shaker la canette, là, la brasser pendant comme 3, 4, 5 minutes pour venir mélanger l'oxygène dans l'espace de tête dans ton liquide. Mm. Une fois que c'est fait, tu peux faire ton test avec ton Huffman. Sinon, si vous avez les moyens, il y a un instrument, le CTPO, qui lui est je dirais, la Mercedes de tous les instruments, ou dans ce cas-ci, ça serait plus une Ferrari. Euh, Cette machine-là va faire la mesure de manière optique, tout automatisé. Donc, le perçage va venir se faire de manière automatisée. Tu déposes le contenant sur une plateforme, tu fais play, puis ça part tout seul. Donc, le perçage se fait. Et ensuite, tu as le sensor d'oxygène qui va venir prendre une mesure dans le headspace. Puis OK. après ça, dans ton liquide. Donc là, tu as OK. vraiment le vrai TPO de ton contenant, celui de l'espace de tête, celui de ton liquide. Ah, OK. OK. Puis, dans le fond, ben, le TPO, c'est-tu un mode qu'il faut que tu sélectionnes ou dans le fond, parce que là, Ouais, c'est peut-être une question un peu plus technique, là, mais tu sais, comme moi, mettons, je vais faire mes tests dans la canne, c'est sûr, je vais la brasser avant, puis après ça, je vais effectuer le perçage, puis je vais prendre mon test, mais si tu as un autre mode pour le TPO ou si c'est juste le fait de la brasser, genre, qui va faire en sorte que c'est un test TPO. Je sais pas si tu me suis, là. ouais, ouais, ouais. Non, il y a un mode TPO qu'il faut venir sélectionner. OK, Puis en le sélectionnant, ils vont te demander ton volume de headspace OK. pour savoir la quantité. Étant donné que dans le CDGM, tu n'as pas le vrai test de TPO que je te parlais avec la machine, là, le CTPO qui lui va venir vraiment analyser ton espace de tête. Euh, Lui, il faut que avec le CDGM, il faut que tu mélanges
un oxygène, ben, ton air qui était dans le headspace, dans ton liquide. Puis il faut que tu dises à l'instrument c'était quoi le volume que tu avais de headspace avant de faire ton test. Donc pour OK. ça, tu peux prendre une canette, tu l'ouvres, tu peux venir prendre une petite pipette, la remplir d'eau, puis mesurer combien d'eau ça va te prendre pour faire dépasser OK. l'eau de la canette, la faire déborder. Ou sinon, tu peux y aller avec une mesure de poids. Donc, tu pèses ta canette une fois remplie de bière, tu l'ouvres, tu as rempli d'eau juste à temps qu'elle déborde, puis là, tu la repèses. La différence de volume, ça va te donner le volume de ton headspace. OK. En sachant ce volume-là, tu le rentres dans l'instrument, puis lui il va te dire, avec le volume que tu as dans ton contenant, voici ta valeur de HO. Tu Mm. avais ta valeur de DO. Donc, il fait le calcul, ça donne ton TPO. OK. Puis ça vaut-tu. Ben, tu sais, comme moi, je suis habitué de faire, mettons, des tests en canette, mais tu sais, un test normal. Ouais, Est-ce que je suis dans le tort puis je devrais faire des TPO à partir de maintenant ou comment tu vois ça? c'est une bonne question. Euh, Tu pourrais laisser ton instrument en mode DO et venir faire ton checkage des canettes. Évidemment, quand on check la canette, il ne faut pas tout de suite procéder au perçage, évidemment, parce que Mhm. la canette va être pleine de mousse. On la laisse reposer quelques instants. Puis après ça, tu peux venir faire un test normalement en mode DO. Donc, ça va quand même analyser la quantité d'oxygène dans ton liquide. Tu vas juste pas avoir ta valeur que l'instrument va avoir calculé de HO, donc ton Mhm. volume de headspace. Donc, si tu fais juste ton mode DO, tu vas quand même avoir ton TPO si on veut, parce que ton instrument va quand même analyser la quantité totale d'oxygène que tu avais dans ton liquide, OK. simplement. Donc, tu peux le mettre en mode TPO ou tu peux le laisser en mode DO. C'est sûr que le mode TPO, c'est le fun, il va te donner la valeur que tu avais dans ton espace de tête. Mhm. Mais est-ce que c'est nécessaire? Pas nécessairement, mais c'est le fun à avoir. OK. OK. Euh, Ça m'est souvent arrivé. La prochaine question, là, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Ouais. C'est à quel moment on peut penser que l'instrument il est décalibré? Là, je parle en termes, ben, autant en oxygène que de CO2, parce que des fois, tu sais, on peut avoir des lectures que, tu sais, en tant que brasseur, tu le sais, je serais supposé être rendu là, ou Ouais. etc. Puis là, ça ne te donne pas le vrai test. À quel moment est-ce que tu peux penser là, que vraiment ton instrument il est peut-être décalibré? Bonne question. Ben, ça dépend si on parle d'O2 ou CO2. Mm. Euh, Je vais commencer par loader. Pour loader, c'est qu'un instrument décalibré va commencer à tendre à faire des lectures de plus en plus hautes. Donc, OK. par exemple, dans ta cuve, tu pourrais avoir 20 ppb, mais ton instrument parce que tu ne l'as pas calibré depuis un certain temps, va te lire 25, 30, des Mm. fois un petit peu plus haut, 35. Donc, quand tu commences à lutter de tes valeurs, ça serait peut-être temps que tu commences à penser à faire ta calibration annuelle. Pour le CO2, c'est différent. Étant donné que le CO2, ça utilise la pression et la température, le thermomètre qui est dans l'instrument il est vraiment calibré. C'est un instrument vraiment fiable et répétable. Donc, côté température, c'est très rare qu'on va avoir des problèmes. Côté OK. pression, le sensor de pression demande à être calibré une fois de temps en temps. Mais ce qui va souvent arriver pour les tests de CO2 qui vont commencer à être, euh, je dirais, erronés, c'est que tes gaskets, tes O-rings dans l'instrument, à force de faire des tests, vont s'user et vont plus sceller correctement ton instrument. Donc, tu vas avoir une perte de pression. Donc, OK. si l'instrument prend en considération la pression de ton liquide, mais ton instrument fuit, tes résultats de pression seront juste pas bons. Donc là, c'est là que tu vas commencer à avoir des valeurs de CO2 qui vont aller de très très bas à super haut, c'est parce que ton instrument ne garde pas sa pression. OK. Donc, encore là, c'est un bon signe là, qu'il faut vraiment que tu fasses ta maintenance annuelle. Puis c'est là qu'on va remplacer toutes les gaskettes, les O-rings. On va venir calibrer le capteur d'oxygène, le capteur de pression. On vérifie le thermomètre pour être sûr. Puis après Mm. ça, ben, on nettoie l'instrument de fond en comble parce que souvent, il est vraiment sale. On Ouais. va travailler avec de la bière, donc c'est souvent un produit qui va venir coller, qui va faire des dépôts dans l'instrument. Donc, Mm. nous, on va venir le nettoyer vraiment comme en profondeur.
OK. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on fait un beau certificat de calibration, on retourne ça au client, puis Hmm. c'est là que c'est fini. OK. Puis pour l'oxygène, comment tu calibres ça? Puis, ben, tu sais, plus généralement, est-ce qu'on peut Ouais, le faire soi-même? Parce que, ben, là, c'est sûr que tu sais, t'es comme le gars qui va effectuer les calibrations. Fait que, ouais. tu sais, tu serais peut-être un peu mal placé pour dire oui, tu peux le faire toi-même, mais c'est-tu quelque chose qui peut se faire soi-même, mettons, dans un moment d'urgence ou quelque chose de même? Euh, oui, la vraie réponse est oui, puis j'ai pas de problème à dire au monde, vous pouvez faire vos calibrations de votre côté. C'est juste que pour faire la calibration du capteur d'oxygène, ça prend de l'azote ultra pur. Donc, OK. de l'azote à 99,999. Et si on veut faire une bonne calibration, on fait une calibration en 2 points. Donc, ton azote ultra pur, c'est ton point 0. Puis ton Hmm. point élevé, ça va être de l'azote ultra pur, mais avec un mélange d'1% d'oxygène. Donc, c'est là que OK. tu vas rentrer dans l'instrument ton 0% et ton 1%. Euh, Malheureusement, ce genre de gaz-là coûte ultra cher. Hmm. Donc, moi, j'ai des petites bonbonnes que je transporte, là, des bonbonnes de 100 litres. Chaque bonbonne vaut à peu près 250-300 $. Fait que, tu sais, OK. ça revient cher pour une brasserie de dépenser 500 $ juste là pour faire la calibration. Après ça, il y a aussi ben, le débitmètre pour les gaz. Hmm. Euh, mais sinon, en soi, c'est pas difficile. Il faut juste savoir un peu ce qu'on fait, s'assurer que le gaz circule quand même longtemps au travers de l'instrument. Il faut aussi s'assurer que le gaz soit à la même température que l'instrument. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, un brasseur peut le faire, c'est juste difficile. Puis souvent, je sais que les brasseurs, ils ont beaucoup de choses à faire dans une journée. Ouais. Venir calibrer son instrument, hein, c'est peut-être pas la priorité numéro un sur la liste. Hmm. Donc, oui, vous pouvez le faire. Je recommande quand même de nous l'envoyer pour qu'on le fasse, pour qu'on s'assure que tout soit beau. Évidemment, c'est moi qui le fais, c'est moi le représentant, c'est sûr que je vais dire ça. Mais Ouais. c'est juste qu'une mauvaise calibration peut par la suite amener d'autres problèmes. Puis là, encore plus de perte de temps. OK. OK. Maintenant, on sait que l'oxygène, c'est très dommageable pour la bière. En fait, c'est dommageable pour n'importe quel produit alimentaire, là. Ouais. Quel effet ça va avoir en canette si ton taux il est trop haut, mettons? C'est sûr qu'une fois que ta bière est oxydée en canette, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Ta bière va être oxydée, donc ce que ça va venir faire, ça va venir affecter surtout le goût. Donc, ça, tu sais, on parle souvent du fameux goût de carton, là, une bière qui Carton goûte mouillé, ouais. l'espèce de carton mouillé. C'est souvent ça que ça va amener. Ça va aussi jouer beaucoup sur la couleur de la bière. C'est une IPA jaune pétant, ultra fruité. Ça va devenir juste fade. La couleur va devenir brune, Brune, ouais. orangée. Euh, Tu sais, c'est rien de dangereux pour la santé. C'est pas une bière oxydée, va pas être dangereuse pour la consommation. C'est juste, tu perds le goût, tu perds la saveur, Mhm. tu perds le travail qui a été fait derrière pour faire un bon produit. Donc, Mhm. c'est pas mal le goût et la couleur qui va venir être affecté. Ouais, puis là, ça veut dire des coûts supplémentaires, faire revenir ta batch ou juste à détruire aussi. Ouais, ça, c'est l'enfer. Ouais, ben tu sais, je pense, que c'est le meilleur argument de vente pour les brasseries pour qu'ils s'achètent un Raffman. C'est les rappels, ça coûte tellement cher à faire que pour éviter ça, c'est pas long que tu rentres dans ton argent avec un Raffman si t'es capable de t'éviter des rappels. Parce que comme tu dis, il faut que tu procèdes au rappel. Puis encore là, c'est pas tout bon. C'est pas toutes les brasseries qui vont le faire. Il y en a qui vont faire. Bon, c'est plate, on a fait une mauvaise batch, mais ils vont pas faire de rappel. Euh, Mhm. Ceux qui vont le faire, ben c'est sûr que là, il faut que tu ramènes la bière chez vous, tu détruises les contenants, tu draines toute la bière. Tu sais, c'est du temps Ouais. à passer là-dessus. Puis c'est tellement plate de passer ben, encore plus aujourd'hui beaucoup d'argent sur les matières premières. Le houblon, tu sais, ça a monté de prix, les céréales aussi. Mhm. Donc, tu sais, d'avoir gaspillé toute cette ressource-là pour finir dans le drain, c'est vraiment plate. Ouais, ouais. Puis toutes les brasseries l'ont vécu au moins une fois, puis moi-même je l'ai vécu à un endroit, puis c'est vraiment l'enfer. Là, tu veux pas. Tu
Si c'était à recommencer, là, maudit, on achèterait un Halfman dès le Ouais, début parce que sinon, c'est l'enfer. ouais. Ouais. C'est quoi ça serait quoi pour toi les moments primordiaux pour effectuer un test d'oxygène et un test de CO2 dans la bière? Ouais. Je vais commencer avec l'oxygène. Euh, il y a pas mal quatre endroits où est-ce que c'est important de le vérifier. Euh, le premier endroit, je dirais, c'est beaucoup pour les grosses brasseries qui vont regarder cet endroit-là, c'est à l'arrivée du mou dans le fermenteur. Hmm. Donc, aussitôt que le mou quitte le brew house, ça va dans le fermenteur. C'est souvent là que les brasseries vont s'assurer d'avoir, là, à l'inverse de la bière finie, un haut taux d'oxygène pour assurer une bonne fermentation. Les micro-brasseries, par exemple, vont rarement regarder ça. Ouais. C'est que malheureusement, le Halfman qu'on parlait, le CDGM, euh, il y a un capteur d'O2 qui a vraiment une plage de lecture basse, mais à haute précision. Donc, puis qui est vraiment plus utile pour la bière en canette et en cuve une fois fermentée. OK. Donc, si on veut faire les tests dans le fermenteur une fois que le mou vient d'arriver, ça va te prendre un autre capteur d'oxygène. Hmm. Donc, un autre instrument. Donc, les plus grosses brasseries vont soit se procurer un autre instrument comme le CDGM, mais avec le capteur d'oxygène fait pour le mou, ou vont tout simplement s'acheter une sonde en ligne Halfman avec le capteur fait pour le mou. Donc, tu sais, ça va être une plage au lieu d'une plage de 0 à 2000 ppb, on parle d'une plage de 0 à 20 000 à peu près OK. pour cet instrument-là. Après ça, le deuxième endroit, je dirais, c'est une fois que tu transfères la bière du fermenteur au BBT. La bière vient d'arriver dans le BBT, ça serait un bon moment de faire tes tests. Hmm. Ça serait que durant le transfert, il y a peu de pick-up. Puis par la suite, une fois que bon, tu as fini de carbonater ta bière, moi, je recommanderais de faire un test avant le transfert. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas eu de pick-up d'oxygène à cause de, puis là, on a vu ça l'été passé, des bonbonnes de CO2 qui étaient contaminées à l'oxygène. Donc, il y avait OK. des plus hautes valeurs d'oxygène qu'à l'habitude, donc du CO2 qui n'était pas nécessairement le plus pur. Euh, donc, certaines brasseries m'ont dit que en faisant des tests avec la France, ils se sont rendus compte que après avoir carbonaté la bière, euh, les valeurs avaient augmenté. C'est normal, tu sais, d'avoir un petit peu d'augmentation de valeur d'oxygène avec du CO2. Euh, Hmm. il y a tout le temps un petit peu d'oxygène, mais dans ce cas-ci, il y avait eu vraiment des valeurs plus hautes qu'à l'habitude, puis les brasseurs se sont rendus compte qu'en fait, c'était le CO2 qu'ils avaient reçu qui était de mauvaise qualité. Ben, c'est drôle que tu m'en parles parce que on a des problèmes ces temps-ci avec ça. C'est justement, Ouais. tu sais, on transfère ça, l'oxygène est assez bas, puis là, le lendemain, ça a monté. Fait que là, ça Mhm. fait quelque temps justement qu'on est à la recherche où est-ce qu'il pourrait avoir un pick-up, mais dans le fond, c'est peut-être le CO2. Ouais, ben, Fait pour les brasseurs qui ont un CDGM, vous pouvez faire les tests avec le CDGM avec le gaz. Donc, c'est pas obligé d'être du liquide. OK, Donc, vous pouvez faire des tests dans le gaz. Il faut juste mettre un petit rotomètre pour régler le débit du gaz à l'entrée à 0,5 litres minute. Euh, on OK, peut monter jusqu'à peu près 1 litre minute, là. Il y a certains rotomètres qui font pas le 0,5. OK, C'est que ça prend vraiment un petit débit de CO2 pour faire les tests comme il faut avec l'instrument, sinon les valeurs seront pas fiables. OK. Une fois qu'on a fait les tests en BBT, certaines brasseries les plus grosses vont encore là se mettre une sonde en ligne juste avant l'encanneuse pour s'assurer qu'encore là, juste avant l'encannage, on a les vraies valeurs. OK. Puis encore là, comme pas mal tout le monde là, qui s'achète un CDGM, faire les tests en canette. Donc, une fois que Mhm. la bière est encannée, on va venir faire un test dans la canne pour s'assurer que là, c'est l'étape finale, on a notre vraie valeur euh, du produit fini. Mhm. Donc là, on a la conscience tranquille qu'il n'y aura pas de pick-up d'oxygène. OK. Puis côté CO2, y a-tu des moments que tu dirais qui sont primordiaux? Ben évidemment, là, une fois qu'on vient de faire la carbonatation, c'est souvent là que les brasseurs veulent s'assurer qu'ils ont atteint leur valeur qu'ils désiraient. Donc, si on veut une bière à 2,5, 2,6 de volume,
Est-ce qu'on a dépassé? Est-ce qu'on est en dessous de la valeur? Est-ce qu'on va avoir une bière flat? On veut, pour le côté sur deux, c'est s'assurer vraiment d'avoir une constance dans les bières parce que, bon, pour une brasserie qui fait tout le temps la même bière, tu veux pas avoir une batch qui a été à 2,2 puis une à 2,7. Les consommateurs vont se rendre compte. Donc, c'est vraiment de s'assurer, une fois que la carbonatation est faite, la valeur que tu as. Puis, pour le CO2, encore là, dans la canette, c'est quand même important parce que des fois, à l'encanage, on peut avoir des pertes, des petites pertes de CO2. Donc, on veut Mhm. s'assurer qu'en produit fini, avant que la bière quitte l'usine, on a des bonnes valeurs. Mhm. Tantôt, tu as parlé de pick-up d'oxygène. Ouais, Euh, c'est, c'est quoi un pick-up? À quoi ça ressemble? Puis qu'est-ce qui peut le causer? ouais. Euh, pour à quoi ça ressemble, ça peut varier. Il peut y avoir des sources de pick-up d'oxygène qui vont être, je dirais, minimes, puis il y en a d'autres que ça va être assez notable. Particulièrement, la fois que j'ai vu le plus gros pick-up d'oxygène de ma toute petite carrière, c'était dû au fait que durant le transfert du fermenteur au BBT, la cuve de conditionnement, on va l'appeler comme ça, elle avait mal été purgée. Donc, elle OK. était encore pleine d'oxygène. Donc, quand que le brasseur a fait son transfert, l'oxygène qui était dans la cuve s'est incorporé dans la bière. Mhm. Donc, tout cet oxygène-là est rentré dans la bière. Puis, en faisant les tests juste avant l'encanage, j'avais fait des lectures autour de 600 ppb à peu près. Wow. Fait que là, mon premier réflexe, c'est de me dire, hey, je dois avoir un problème avec mon instrument, il doit être décalibré. Mhm. Puis l'encaneur me dit, ah non, c'est vraiment la valeur qu'on a eue il y a quelques jours aussi. On est en train de faire des recherches. Euh, on a un problème à quelque part. Quelques temps plus tard, je me renseigne, puis finalement, on m'a dit que c'était vraiment le fait qu'ils purgeaient pas assez leur cuve. OK. Euh, ça, OK. c'est vraiment, étant donné que ta cuve, tu sais, c'est une cuve de 1000, 2000 litres, c'est mal purgé, puis elle est pleine d'oxygène. C'est sûr que quand ta bière va rentrer, ça va faire un pick-up assez massif. Mhm. Euh, Sinon, d'autres places que ça peut arriver, des seals de pompe qui sont usagés, qui laissent passer l'air en faisant le transfert. Mhm. Ça peut arriver. Euh, L'encanage, évidemment, ça peut être une bonne source de pick-up d'oxygène. Euh, Surtout autour de ce qui peut souvent arriver, c'est le seamer. Ouais. Je sais pas c'est quoi le terme français, là, je m'excuse, j'utilise plein de termes anglophones depuis tantôt, mais c'est Ouais. ce qui vient mettre l'étanchéité sur le cap qui a été mis sur la canette. On vient écraser le cap, puis s'il est mal écrasé, c'est là que c'est ça le seamer. Ça va laisser passer l'air au travers du temps. Donc, au début, on pourrait ne pas s'en rendre compte, puis tout est beau. Puis au travers du temps, l'air va s'infiltrer dans la canette, puis va venir rentrer dans la bière. Mhm. Puis là, on va commencer à avoir une bière oxydée. Pourtant, en faisant le test tout de suite après l'encanage, tout était beau. Mais finalement, non, on finit avec une bière oxydée. Mhm. Sinon, bon, des systèmes de filtration, des fois, ça peut amener des petits pick-up d'oxygène par-ci par-là, étant donné que la bière va souvent entrer en contact au début avec une surface ou un espace qui est mal purgé. Ouais. Et ben là, on en a parlé tantôt, le CO2 de mauvaise qualité. Mhm. Le fournisseur de CO2 qui nous dit que son CO2 est pur à 99,99, finalement, il l'est pas. Euh, Ouais. c'est là que je disais, on peut venir tester le gaz. Donc, s'assurer que notre gaz est vraiment de bonne qualité avant de commencer à l'insérer dans la bière, avant la carbonatation, parce que, évidemment, si notre CO2 est pas pur, Mhm. euh, puis on l'insère dans la bière, ça va faire des bons pick-up d'oxygène. Ouais. Pas mal ça, les classiques, là, je dirais. Mhm. Il doit y en avoir d'autres, mais je dirais que c'est principalement là que ça va jouer. Pour revenir ces canneuses, tu sais, ça peut être des gros pick-up aussi. Là, tu sais, j'ai déjà vu comme une bière à 20 ppb qui sort après ça en canette à comme 150-200. Tu sais, fait que Ouais. la marge est quand même assez large. Puis il peut y avoir beaucoup de causes. Tu sais, fait que Mhm. c'est de là que je parlais tantôt des casse-têtes, là. C'est que quand c'est rendu que c'est ta canneuse, ben là, tu as comme plusieurs endroits à checker, tu sais, à vérifier, à changer un setting.
retester. Puis bon, en tout cas, tu peux en passer pas mal de canettes là, dans ce temps-là. Là. Ouais. Sur, Souvent, ça peut même être différentes têtes de l'encanneuses ouais, qui vont être défectueuses. Donc, tu vas avoir 4 bières sur 5 qui vont être correctes, puis la cinquième, elle, va avoir un pick-up à cause de cette tête-là qui va avoir eu un défaut. Euh, ouais, Puis, ben, j'en ai parlé plus tôt, là, mais de s'assurer de faire une belle mousse euh, avant de mettre le cap sur la canette. ouais. Tandis que si on est sur de la bière flat puis on laisse un espace, ben, en mettant le cap sur la canette, ça va venir emmagasiner cet espace-là d'oxygène qui va, au travers du Mhm. temps, s'insérer dans le liquide. Ouais, ouais. C'est quoi les maintenances puis les lavages à faire sur le Halfman? C'est quoi leur Ouais. fréquence aussi? Euh, Ce que je recommande souvent aux brasseurs, c'est le plus possible rincer l'instrument. Mhm. Quand on a fini de l'utiliser, laissez-le pas avec de la bière. Tu sais, j'en ai parlé un peu plus tôt. La bière, c'est un produit tu sais, qui est sucré. Euh, Ça va venir aussi. Il y a aussi des dépôts, là. On a du houblon, on a de la levure. Si on laisse ça trop longtemps dans l'instrument, ça peut venir coller dans les parois. Mhm. Donc, aussitôt qu'on a fini d'utiliser, puis on sait qu'on va pas l'utiliser tout de suite, euh, procéder à un rinçage, videz-le. Puis déjà ça, c'est une grosse partie du rinçage, du côté maintenance à faire parce que souvent, tu sais, tu le sais, tu fais des tests, tu te dis, ah, j'en ai un autre à faire dans une heure. Bon, je vais laisser la bière dedans. Euh, c'est pas trop grave, mais tu sais, juste de le faire à chaque fois, c'est bon. Mhm. Euh, Après ça, côté nettoyage, si on veut monter d'une coche, euh, des lavages avec une solution alcaline, donc du NaOH. C'est le produit qui est recommandé dans le manuel d'utilisation. OK. Euh, on parle d'à peu près entre 0,5 et 2% OK. de concentration. Si jamais avec le NaOH, tu as toujours des dépôts ou ce qu'ils vont appeler des beer stones, Mhm. tu peux procéder à un nettoyage avec de l'acide. Donc, on parle d'acide nitrique ou phosphorique. OK. Pour le nitrique, c'est 0,5%, puis le phosphorique, c'est 2%. Euh, Puis ce qui est vraiment important, c'est jamais d'utiliser de produits à base de chlore ou de fluor. Ça va OK. venir endommager le capteur d'oxygène. Et aussi des produits avec de l'alcool à haute concentration, là, des 70-90%. Le problème avec ça, c'est que l'instrument est fait en plexiglas, puis cet alcool-là, à haute concentration, ça vient sécher le plexiglas. Donc, OK. à la longue, ça va le faire craquer et il va devenir un peu blanchâtre. Donc, c'est vraiment important là, de ne pas utiliser ce genre de produit-là. OK. OK. Puis pour les calibrations qu'on parlait tantôt, ce serait quoi leur fréquence à peu près qu'il faudrait faire ça? Ouais. Ben, la réponse plate, c'est selon l'utilisation. Fait que, OK. tu sais, du monde qui vont l'utiliser sur 3 chiffres, 7 jours sur 7. Évidemment que ton instrument envoie plus de bière, va être plus utilisé, les O-rings et les gasquettes vont être plus usés. Euh, Nous, on recommande une fois par année de OK. nous envoyer l'instrument pour s'assurer que tout est beau. Euh, je te dirais que c'est pas toutes les brasseries qui vont le faire. Il y en a qui vont juste attendre d'avoir un problème avec. Ouais. Euh, ou attendre de voir des valeurs d'O2, là, comme on parlait tantôt, qui commencent à être de plus en plus élevées. Puis à un moment donné, ils font comment? Ça fait plus de sens. On va l'envoyer en calibration. C'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Euh, Nous, on recommande quand même une fois par année, mais tu sais, j'ai vendu des instruments durant la COVID, il y a 2, 3 ans, puis j'ai fait des petits rappels aux brasseurs. Ils me disent que tout est beau. Ils me l'ont jamais envoyé. Donc, tant Hmm. que tout est beau, tant mieux. C'est juste la bonne pratique, ça sera à peu près une fois par année. OK. Euh, Ce genre d'instrument-là, là, on sait aussi que ça coûte très cher, là, tu sais, Ouais. c'est des dizaines de milliers de dollars pour une petite Mhm. machine, là. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des subventions pour obtenir un appareil de même, Ouais. pour pouvoir tester l'oxygène surtout? Oui, il y a la subvention de la MAPAC, robotisation et système de qualité, qui va venir couvrir 50% des frais de l'achat de cet OK. instrument-là. Donc, ça peut être l'instrument et aussi le perceur. Donc, 50%, c'est vraiment une bonne subvention. Ça peut vraiment aider les brasseries à aller acheter ce genre d'instrument-là. Euh, c'est sûr que c'est une subvention, donc il faut procéder à une demande de subvention. Une fois Hmm. il faut aussi émettre des documents. Je sais que le processus est long, je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas brasseur,
mais on m'a souvent dit que le processus est long et ardu. J'ai Mhm. des soumissions d'instruments qui ont été faites il y a un an, puis la brasserie est toujours en attente de sa subvention. Ça peut être long, donc il faut OK. se prendre quand même d'avance. Évidemment, les brasseries vont souvent faire la demande de cette subvention-là pour aussi la canneuse. Donc, tu peux mettre OK. la canneuse, ton instrument de contrôle de qualité, ton perceur là-dedans. Mhm. Mais comme je disais, tu sais, 50%, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis ça vaut la peine juste pour éviter tous les frais, comme on a parlé tantôt, de rappel, puis de destruction, puis etc. Tu sais, Exact. souvent, en une seule perte, tu peux quasiment accoter le 50% de l'appareil, tu sais, que tu aurais déboursé, là, dans le fond. Oui, évidemment. Je pense que tu procèdes à un rappel, puis tu viens de couvrir les frais du Ouais, CDGM assez rapidement, là. ouais, Si ouais, tu calcules tout, là, le temps perdu, le coût de rappel, toute la bière que tu as perdue, les canettes que tu vas perdre, tu ouais. calcules tout ça, puis je pense qu'on est proche d'un coût d'un CDGM. En terminant, qu'est-ce que tu dirais à une microbrasserie qui a encore aucun moyen de tester son CO2, mais surtout son oxygène? Ouais. Euh, Moi, être une brasserie, si je veux pas trop dépenser pour un instrument, je prioriserais l'oxygène, évidemment. Mhm. Euh, donc, dans ce cas-ci, au lieu d'y aller avec le CDGM qu'on parlait tantôt, on pourrait y aller avec le ODGM, qui lui fait vraiment juste l'O2 TPO. OK, Donc, celui-là, euh, c'est littéralement la moitié du prix d'un CDGM. Donc, OK. on enlève la fonction CO2, on est à la moitié du prix. Pourquoi? Parce que l'odeur est tellement important, puis t'as pas d'autre manière de l'analyser. Tu sais, tu peux pas faire des calculs euh, comme avec la charte là, de pression-température Ouais, c'est pas comme pour avec arriver à ton un SO2. ZAM là, pour le CO2, là, tu sais, que tu fais juste shaker ou des affaires de même. Là, tu sais, c'est Exact. vraiment. Ouais, Puis le CO2, c'est un peu niaiseux, mais tu y goûtes. Tu peux y goûter puis te dire à ouais. peu près t'es où. Tu peux savoir si ta bière est flat ou est trop carbonatée. Donc, Mm. si j'avais à choisir, je choisirais l'O2. Après ça, Huffman, ils ont aussi sorti un instrument, là, à peu près 2 ans, qui s'appelle le Oxy2Go, qui est un OK, tout petit appareil qui fait juste l'O2. En bas de 25 ppb, la précision est pas ultra haute comme le CDJM. OK, Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'en bas de 25 ppb, tu attends pas à avoir des valeurs ultra fiables. OK, Par contre, l'avantage de celui-là, c'est que sa plage de lecture est vraiment plus haute. Donc, on est quasiment, je pense, dans le 20 000 ppb. OK, Donc, tu peux faire tes mesures de mou et tes mesures de déo. Donc, ça OK. vaut quand même la peine. Le seul négatif de cet instrument-là, c'est comme je disais, pour le produit fini en canette et en bouteille, euh, tu vas avoir une valeur, mais ça sera peut-être pas ultra précis. Est-ce Ouais, que c'est grave? Tu sais, pour certaines brasseries, là, s'ils sont en bas de 100 ppb, tout est beau, puis il n'y a pas de problème. Donc, encore là, de savoir si c'est 65 ou 12 ppb, il y a des brasseries pour eux, c'est vraiment pas important. Donc, cet appareil-là, le Oxy2Go, je le recommanderais aussi à une brasserie qui veut pas dépenser trop, là. OK. Hey, c'était très intéressant. Je suis vraiment content, même, parce que tu m'as même donné des pistes de solutions pour moi, pour les problèmes que Ouais, j'ai en ce moment. Fait que je vais, je vais checker ça direct demain en plus. Fait que c'était vraiment très intéressant. Merci infiniment. En ça fait terminant, super est-ce que plaisir. tu as, des plugs pour NXT Process? Est-ce que vous avez, je sais pas, des nouveaux produits qui s'en viennent ou des événements même ou quelque chose de même? Ouais, merci de le demander. Côté produit, ben, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais tu sais, on n'est pas juste distributeur à la FNAN. Euh, Moi, quand je vais dans des brasseries, on me nomme souvent comme le gars de Halfman, mais je ne Ouais. travaille pas pour Halfman, je travaille pour NXT Process. Donc, on est distributeur aussi de pompes, d'échangeurs de chaleur, de valves, puis d'autres types d'instruments comme les flow meters portatifs. Mhm. Donc, qu'on a commencé aussi à distribuer il y a pas long. On s'est patenté avec une imprimante 3D, une petite base de flow meter parce qu'on est distributeur de IFM, qui est une marque de flow meter plutôt connue.
Par Mhm. exemple, le problème avec ce flow meter-là, c'est qu'il vient pas avec une batterie, donc il n'est pas vraiment portatif, il faut tout le temps le brancher. Donc nous, on s'est patenté une petite base avec un adapteur à batterie pour outils DeWalt et autres marques. Donc, ce genre d'équipement-là, on distribue aussi. Puis comme je parlais Puis aussi tantôt, là, je peux confirmer que ça fonctionne bien. On en a ouais, pogné un, nous autres, puis ça va super bien à date. ouais, ça se passe bien, bon, tant mieux. Très bien. Ouais. Puis aussi, ben, tout ce qui est plus gros système, on est aussi là-dedans. Donc, je parlais d'eau désirée tantôt, mais on fait aussi flash pasto, incorporation de houblon en cuve. Donc, au lieu de faire ton dry up, au-dessus de ton BBT, on a une solution de dry hopping mobile. OK. Puis, bon, tout autre système aussi, là, CIP et compagnie, là, on est aussi là-dedans. Pour nous rencontrer, évidemment, ben, il y a notre site web qui est facile d'accès. Sinon, on se tient souvent ben, au congrès de l'AMBQ. À chaque année, on a une table. Mhm. Puis là, dans un mois, ça va marcher le CBC, qui est comme OK. le gros trade show aux États-Unis. Cette année, c'était à Las Vegas. Donc, si Ah jamais il y a des ouais. brasseries québécoises qui vont, il y en a souvent quelques-unes là, qui se présentent. C'est comme l'AMBQ, mais côté Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, Mexique, il y a beaucoup de brasseries qui viennent de là. C'est Mhm. beaucoup, beaucoup américain, mais c'est pas rare de voir là, des Québécois et des Canadiens à ce show-là. Dangereux, ça, à Vegas. C'est pas une bonne idée que j'aille là. Faut se contenir, faut se coucher tôt. Ouais, c'est ça, surtout. Ouais, Eh ben, c'était très intéressant. Je suis vraiment content que tu aies accepté, man. C'était vraiment cool. ben, Merci beaucoup encore. ça fait super plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'était cool au bout. Je suivais ton podcast puis j'avais hâte de participer. Yes, sir. Ben, ça a été un plaisir, man. All Puis right. à vous autres, les auditeurs, ben, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!